beaucoup et bonjour à tous. Et je tiens à remercier les organisateurs du congrès pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici. Donc, moi, je suis rattachée au service d'hémostase du CHU Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc, je vais vous présenter quelques données sur ces nouveaux anticoagulants oraux qui, comme vous le disiez très justement, sont présents sur le marché depuis environ une dizaine d'années. Donc, on ne les appelle plus les nouveaux anticoagulants. Des vaches qui mouraient d'hémorragie en mangeant un trèfle avarié, et donc on a cherché à comprendre pourquoi, et puis on a découvert les propriétés des antivitamines K, et effectivement on a développé également ces molécules pour en faire des médicaments, d'abord des raticides et puis des médicaments. Tandis que les AOD, en fait, ce sont des médicaments qu'a développé l'industrie pharmaceutique en essayant d'obtenir ce qu'on appelle un antithrombotique idéal, c'est-à-dire en essayant d'obtenir une molécule qui n'avait plus les inconvénients ni des héparines ni des AVK, et donc qui avait un mécanisme d'action directe, une action rapide, qui était administrée par voie orale, etc. On va voir, ce sont toutes les propriétés des AVK. Alors, pardon, je suis allée trop vite. Donc la différence entre ces anticoagulants oraux directs et les autres anticoagulants, c'est qu'ils ont une action directe. Donc vous savez que les antivitamines K, ça agit en inhibant la synthèse des facteurs de la coagulation. Les héparines et les héparines de bas poids moléculaire, ça agit via un anticoagulant naturel qui est l'antithrombine. Là, à la différence des deux autres types d'anticoagulants, on a une action directe, soit sur le facteur 10 activé de la coagulation, soit sur le facteur 2 activé de la coagulation. Ce qui fait que... Pardon, j'ai dû faire une bêtise. Ça va? Donc, ces inhibiteurs directs vont inhiber soit le facteur 10 activé, qui fait partie de la voie commune de la coagulation, donc ça va empêcher la formation de la thrombine, qui est l'enzyme qui transforme le fibrinogène en fibrine, soit ça va agir directement sur la thrombine et donc, encore une fois, inhiber la transformation du fibrinogène en fibrine. Alors, quelles sont les molécules dont on dispose aujourd'hui? Il y en a deux, je crois, qui sont disponibles au Maroc et 3 en France. Et il y en a une 4e qui n'est disponible que sur le marché américain, qui s'appelle l'Edoxaban. Donc, parmi celles qui sont disponibles en France, on a le dabigatran, qui est une molécule qui agit directement sur la thrombine, donc qui est anti-2. Et puis, on a 2 autres molécules qui sont anti-10, le rivaroxaban et l'apixaban. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces médicaments? Eh bien, donc, on l'a dit, ce sont des médicaments qui ont une action directe sur un facteur activé de la coagulation, qui ont globalement une bonne biodisponibilité, sauf pour le dabigatran. Et une des caractéristiques de ces molécules, c'est qu'on a une action très très rapide. Vous voyez qu'on obtient une concentration maximum de l'anticoagulant en moins de 3-4 heures. Donc généralement, on a un pic à 2 heures, voire à 1 heure pour l'apixaban, qui a une action un petit peu plus rapide. Donc, quand on a besoin de donner un anticoagulant à un patient, avec ces molécules, on va être efficace très très rapidement, comme avec les héparines ou avec les héparines de bas poids moléculaire, et contrairement aux AVK qui ont une action retardée. Pour le métabolisme de ces médicaments, c'est important, ils ont un métabolisme qui passe par les P-glycoprotéines et par le cytochrome P450, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses, même si elles sont moins nombreuses qu'avec les antivitamines K. Et ces molécules ont une élimination qui est principalement rénale, ce qui veut dire qu'il faut faire très attention chez les patients qui ont une insuffisance rénale, et on va avoir des schémas qui vont être adaptés chez les patients qui ont une insuffisance rénale en fonction de la sévérité de leur insuffisance rénale. Et enfin, ces molécules ont une demi-vie relativement courte,
comparable à celle des héparines de bas poids moléculaire, ce qui veut dire que quand on va arrêter ces molécules aussi, on va réverser l'effet de façon assez rapide. Alors, tout à l'heure, juste après moi, vous entendrez un topo sur comment on prend en charge les rares hémorragies sous AOD. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on dispose d'un antidote uniquement pour le dabigatran. Il y en a un qui est en cours de développement pour les anti-10A directs, mais qui n'est pas disponible. Il a été approuvé par la FDA l'été dernier, donc il devrait probablement arriver un jour sur le marché, mais il n'est pas disponible, donc on est obligé d'utiliser d'autres schémas thérapeutiques. Alors juste un petit mot sur l'importance en fait du métabolisme par les PGP, parce que vous savez que les P-glycoprotéines, ce sont des pompes d'efflux qui vont exporter les métabolites et les médicaments hors de la cellule, et que la plupart des médicaments sont métabolisés par les PGP. Donc les AOD sont des substrats des PGP, ils ne sont ni inhibiteurs ni inducteurs, mais substrats, ce qui veut dire que si on les donne en même temps que des inhibiteurs ou des inducteurs des PGP, c'est eux qui vont être les victimes en quelque sorte, hein, mais leur concentration plasmatique peut être affectée. Donc il y a quand même certaines interactions médicamenteuses, assez rares, hein, mais qui peuvent soit exposer le patient à un risque de surdosage, donc un risque d'hémorragie, ou au contraire à un risque de sous-dosage, et donc à une moindre efficacité. Donc il faut faire attention à certaines interactions médicamenteuses quand on les prescrit. Alors, globalement, vous voyez ces antithrombotiques, à la différence des AVK et des héparines de bas poids moléculaire ou des héparines non fractionnées, ils sont assez proches de ce qu'on pourrait définir comme l'antithrombotique idéal, c'est-à-dire qu'ils sont faciles d'administration puisqu'ils sont administrés par voie orale, ils ont une action rapide, donc on est efficace très vite, mais ils ont une demi-vie courte, donc on peut réverser l'action également de façon rapide. Ils ont une fenêtre thérapeutique très large, ce qui veut dire que quand vous donnez une posologie fixe à un patient, on obtient toujours l'effet thérapeutique souhaité, quasiment toujours, sauf si on a un patient qui est très insuffisant rénal ou on a un risque de surdosage, mais dans la plupart des cas, on est dans la zone thérapeutique. Hein, donc ça veut dire qu'on a aussi des posologies uniques avec un effet escompté qu'on obtient facilement. Il n'y a pas d'interférence alimentaire, contrairement aux AVK. Alors, on a vu qu'il y avait des interactions médicamenteuses, mais elles sont beaucoup moins nombreuses qu'avec les antivitamines K. Et on a un rapport bénéfice-risque qui est élevé, c'est-à-dire qu'on a une bonne efficacité des médicaments et un risque hémorragique qui est faible. On va voir rapidement quelles sont les indications. Cependant, vous le verrez juste après, le risque hémorragique existe et il faut savoir comment on prend en charge une hémorragie sous AOD. Alors, il faut retenir aussi que l'élimination est rénale, c'est un point important. Hein, donc, en cas d'insuffisance rénale, on a un risque d'accumulation. Et vous allez le voir encore une fois juste après, il n'y a pas d'antidote spécifique en dehors de l'antidote du dabigatran. Alors, quelles sont les situations où on peut utiliser ces médicaments? La première qui a été évaluée, c'est la chirurgie orthopédique dans la prothèse totale de hanche et de genou. Donc les études ont montré une efficacité comparable de ces médicaments aux héparines de bas poids moléculaire, mais en réalité, ces médicaments sont très peu utilisés dans cette indication. La principale indication, c'est la fibrillation, l'arythmie complète par fibrillation atriale. Vous savez qu'on met les patients sous anticoagulants pour prévenir le risque d'accident vasculaire cérébral. Et là, on a de très nombreuses données, puisque tous les anticoagulants oraux directs qui existent ont été comparés aux AVK, qui étaient donnés dans la fibrillation atriale. Ce sont des études qui ont été designées par l'industrie pharmaceutique, de très large effectif, qui étaient des études randomisées, donc on comparait à chaque fois les AVK aux AOD, et toutes ces études ont montré une diminution importante du risque, en particulier d'accident vasculaire cérébral, de 19% à peu près dans les méta-analyses, comparé aux AVK, avec une réduction également de la mortalité
Et puis, ce qui est important, une réduction des hémorragies intracérébrales. On notait juste une petite augmentation des hémorragies digestives. Mais comment diminuer les hémorragies intracérébrales? Ces médicaments étaient considérés comme supérieurs finalement aux antivitamines K. Et si on regarde des recommandations des sociétés savantes de cardiologie, ici c'est l'ESC, eh bien on voit qu'en première intention maintenant on recommande les AOD dans toutes les situations où c'est possible. Alors je ne sais pas ce qu'il en est au Maroc, mais en 3-4 ans, en France, ces médicaments ont pris plus de 50% de la part du marché. C'est-à-dire qu'ils étaient très minoritaires au départ, c'était à peu près 10%. Maintenant, ils ont dépassé les AVK, ils sont plus prescrits que les AVK. Et c'est vraiment une courbe ascendante, donc il faut s'attendre à ce que d'ici quelques années, il n'y ait pratiquement plus de patients sous AVK. Donc il y a une indication pour toutes les molécules disponibles, pour le dabigatran, le rivaroxaban et l'apixaban, avec une posologie usuelle qui est fixe, qui est en 2 fois par jour pour le dabigatran et pour l'apixaban, et en 1 seule fois par jour pour le rivaroxaban, avec des schémas d'adaptation posologique pour les patients âgés, pour les patients qui sont insuffisants rénaux. Alors la deuxième situation où ces médicaments sont utilisés, c'est la maladie thromboembolique veineuse. Donc pour le traitement des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires, c'est la même chose que dans la fibrillation atriale. Il y a eu pour chaque médicament des études randomisées qui ont comparé le traitement standard, c'est-à-dire héparine de bas poids moléculaire et un relais par antivitamine K, à ces molécules. Et donc ces études ont toutes montré une efficacité comparable des anticoagulants oraux directs et des antivitamines K, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors sans surrisque hémorragique, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces molécules ont également une autorisation de mise sur le marché dans le traitement de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire. Donc on a le choix entre 2 schémas posologiques, entre 2 schémas thérapeutiques, pardon, soit HBPM relais AVK, soit on donne d'emblée un anticoagulant oral direct. Alors il y a une petite exception encore dans le traitement des thromboses veineuses profondes et de l'embolie pulmonaire, c'est au cours du cancer. Parce que jusqu'à présent, on avait assez peu de données. On avait des données, ce qu'on appelle des données de sous-groupes, c'est-à-dire que quand on regardait dans les études randomisées qui avaient été réalisées dans la thrombose veineuse profonde, il y a des petits groupes de patients qui avaient un cancer, on avait l'impression qu'il y avait une efficacité équivalente. Le problème, c'est que dans ces études, les patients avec un cancer qui était inclus n'étaient pas représentatifs de la population, de l'ensemble de la population avec un cancer et une thrombose, puisque vous savez que le cancer est un facteur de risque très très important de développer une thrombose et une complication importante. Depuis l'année dernière, en fait, depuis à peu près un peu moins d'un an, depuis décembre 2017, on a eu les résultats de 2 grandes études randomisées qui ont comparé, dans le cadre strict du cancer, les héparines de bas poids moléculaire, qui sont le traitement de référence au long cours en cas de cancer, aux AOD. Et donc il y a eu une étude avec l'édoxaban, qui s'appelle l'étude Okuzai, qui a montré finalement une efficacité similaire, c'est non inférieur, ça prévient aussi bien le risque de thrombose que les héparines de bas poids moléculaire, avec quand même une restriction, c'est que dans cette étude, les investigateurs ont observé beaucoup plus d'hémorragie digestive, le double d'hémorragie fatale, majeure, et en particulier des hémorragies digestives. Donc prudence pour l'instant dans cette indication. Et puis on a eu une deuxième étude qui a été publiée plus récemment, en juin 2017, qui s'appelle l'étude SELECT-D. Cette fois, on a comparé le rivaroxaban au schéma classique héparine de bas poids moléculaire, et c'est à peu près les mêmes résultats. On a une efficacité similaire sur la prévention du risque de récidive de thrombose, mais on a davantage d'hémorragie majeure et en particulier d'hémorragie digestive. Donc pour l'instant, dans cette indication, on n'a pas encore de recommandation. La recommandation reste d'utiliser les héparines de bas poids moléculaire au long cours qui, dans ce contexte précis, sont plus efficaces que les antivitamines K. Mais probablement ces médicaments vont émerger dans cette indication, mais il faudra faire très attention, en particulier aux patients qui ont un cancer
gynécologique ou digestif, parce qu'il semble qu'il y ait un surplus d'hémorragie. Alors, il y a d'autres indications qui émergent. En août, il y avait le congrès de l'European Society of Cardiology à Munich, où il y a des études qui ont été présentées dans l'insuffisance cardiaque, dans différentes situations. Il y a très récemment eu une autorisation de mise sur le marché de faibles doses de rivaroxaban dans une indication nouvelle qui est les patients avec une maladie cardiovasculaire, une coronaropathie stable. Cette autorisation de mise sur le marché, elle est issue d'une étude qui s'appelle l'étude COMPASS, qui a été présentée l'année dernière et publiée l'année dernière, qui a montré que chez les patients coronariens stables, quand vous donnez de petites doses de rivaroxaban, 2,5 mg en association avec l'aspirine, eh bien, on réduit de façon significative, de 24%, le risque de décès, d'accidents coronaires et cérébraux. Donc, il y a une toute petite majoration d'hémorragie, mais on a quand même un gain de 24% sur les événements dans cette étude. Donc, ça a justifié l'autorisation de mise sur le marché. Alors, ce n'est pas encore utilisé dans cette indication, parce que l'autorisation de mise sur le marché date d'il y a quelques semaines, mais probablement, chez certains patients choisis, selon des critères de gravité, on risque de trouver des indications à ces faibles doses de rivaroxaban. Alors, pour le côté biologie, vous savez, le gros avantage de ces molécules, et aussi un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de suivi biologique. Donc, elles ont été designées justement pour éviter d'avoir le suivi biologique comme avec les AVK où on fait l'INR et c'est compliqué pour le patient et puis il faut adapter en fonction de l'INR. Là, comme la fenêtre thérapeutique est large, on n'a pas besoin de suivre. Et c'est aussi un inconvénient parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une mauvaise compliance des patients. Il y a à peu près 30% des patients qui ne prennent pas leurs médicaments et comme on ne fait pas de suivi biologique, eh bien, on ne le sait pas. Donc c'est un des inconvénients du test. Donc si un patient, si on suspecte qu'il y a des raisons qu'il ne soit pas compliant, il vaut mieux éviter ces molécules. Alors, ce qui est ennuyeux avec ces molécules, par contre, c'est que, et ça vous le savez très bien, c'est que si on regarde les tests courants d'hémostase, ces tests courants d'hémostase sont modifiés de façon variable. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées sur le sujet. Globalement, avec le dabigatran, on a un effet majoritairement sur le temps de thrombine et sur le temps de céphaline plus activateur, tandis qu'avec le rivaroxaban, on a plutôt le temps de quick qui est modifié plus que le TCA, et avec l'apixaban, on a moins de modifications des tests, mais c'est très variable selon les patients, et on a un peu de mal à interpréter les bilans d'hémostase. Donc vous voyez, ça c'est tous les tests de coagulation courants, donc on a souvent des TP très très modifiés avec le rivaroxaban, des TCA très modifiés avec le dabigatran, et avec l'apixaban on a l'habitude de dire que ça influence moins les tests, mais il peut y avoir des TP très diminués ou des TCA allongés chez les patients sous apixaban. Et donc généralement c'est le dabigatran surtout qui interfère avec le TCA, plus que le rivaroxaban, plus que l'apixaban. Pour le temps de quick, c'est le rivaroxaban qui a le plus d'effet, plus que l'apixaban, plus que le dabigatran, mais en fait, pas toujours, parce que si on regarde, si on fait des études en fonction des réactifs, et bien parfois, avec certains réactifs, comme l'actine pour le TCA, avec le rivaroxaban, on a plus si on utilise l'actine comme activateur, on a plus d'influence sur le TCA que sur le TP. Donc finalement, on peut tout voir et on ne peut vraiment pas interpréter ces tests d'hémostase. Vous voyez, ça c'est en fonction de la concentration en AOD et selon le réactif que l'on utilise pour son temps de quick, on a des allongements qui sont très variables. Donc retenez qu'on peut voir un petit peu de tout et qu'en tout cas, on ne peut pas interpréter un bilan d'hémostase chez un patient qui est traité par AOD. Alors, un dernier test qui est très influencé, c'est la recherche d'anticoagulants circulants, et en particulier le DRVVT, puisqu'il y a un allongement qui est très bien corrélé à la concentration des médicaments. Ça a été très largement démontré.
ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de recherche d'anticoagulants circulants chez un patient sous AOD, et c'est un problème puisque dans un bilan de thrombophilie qu'on réalise après une première thrombose, les anticoagulants circulants sont un paramètre important à déterminer. Actuellement, on ne peut pas le faire. Alors, les dosages spécifiques, ils existent, mais on vous en parlera juste après, je pense. Ils sont restreints à des situations d'urgence, en particulier en cas d'hémorragie sous AOD, en cas de récidive de thrombose ou en cas de chirurgie urgente ou de geste invasif, où on n'a pas dans ces cas-là, on n'a pas le temps d'arrêter la molécule de 2 milli avant, enfin, qu'il n'y ait plus de médicaments au moment où il y a l'intervention. C'est un patient qui arrive qu'il faut prendre en charge en urgence, donc on va vous expliquer comment. Mais dans ces cas-là, on a besoin d'avoir une idée de la concentration, donc on peut effectivement doser ces médicaments. Et puis c'est utile aussi, vous le verrez probablement juste après, pour monitorer l'effet des antidotes, parce qu'il y a des effets rebonds. Alors, en pratique, comment on initie un traitement par anticoagulant oral direct? Il faut bien connaître les indications. Donc, on a vu les principales indications, ce sont la fibrillation atriale et la prise en charge de la maladie thrombembolique veineuse, avec des posologies qui ne sont pas les mêmes dans les différentes indications. Il y a cette nouvelle autorisation de mise sur le marché pour les patients coronariens instables. Il faut s'assurer, même s'il n'y a pas beaucoup d'interactions médicamenteuses, qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse dangereuse pour le patient, qui pourrait modifier la concentration thérapeutique. Il faut être très vigilant sur la fonction rénale des patients, parce que selon la molécule, vous avez des schémas d'adaptation posologique différents en fonction de la clairance de la créatinine. Il faut vérifier la fonction hépatique et respecter toutes les règles d'adaptation posologique. Elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont pas difficiles à retenir en fonction de l'âge du patient et de la sévérité de l'insuffisance rénale. Et enfin, il faut respecter les contre-indications. Donc ces contre-indications, c'est l'insuffisance rénale sévère, les hépatopathies. Il y a 2 indications particulières où ces médicaments font moins bien que les antivitamines K, ce sont les prothèses valvulaires mécaniques et en cas de syndrome des antiphospholipides, où là les AOD sont moins bons que les AVK, donc on ne les donne pas dans ces indications. Évidemment, ces médicaments sont contre-indiqués en cas de saignement actif ou de lésions susceptibles de saigner, en cas d'allergie à ce médicament ou un des excipients du médicament, et en cas de grossesse et d'allaitement, où le seul anticoagulant possible, ce sont les héparines de bas poids moléculaire. Enfin, il faut éviter des traitements concomitants avec d'autres médicaments antithrombotiques, parce qu'on augmente le risque hémorragique des patients. Et puis, vous aurez une présentation sur les programmes d'éducation thérapeutique sous anticoagulants, mais il faut retenir aussi que tout médicament antithrombotique, anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire nécessite une éducation du patient. C'est vrai que ces médicaments anticoagulants oraux directs, on les présente toujours comme l'antithrombotique idéal, mais il y a un risque d'hémorragie qui persiste. Donc il faut bien expliquer aux patients comment les utiliser, quelles sont les contre-indications, quelles sont les précautions d'emploi. Et comme avec les autres antithrombotiques, en particulier comme avec les AVK, il faut remettre aux patients une carte. Il suffit d'en demander au laboratoire qui les fabrique. Ils vous donneront des cartes, comme pour les AVK, où toutes les précautions sont stipulées pour le patient et il faut bien lui expliquer comment manipuler ces médicaments. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions éventuelles.